Le gouvernement de Yulu était un gouvernement d'union nationale, comme l'a toujours voulu Yulu. En son sein, on retrouvait des figures politiques de tous horizons, y compris des acteurs majeurs de l'époque coloniale. Certains avaient même milité ensemble avant que leurs chemins ne se séparent. Et maintenant, ils devaient gouverner ensemble. Gérer une telle équipe n'était pas simple, mais Yulu a tenu les rênes pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, des chantiers essentiels ont vu le jour. Rédaction des lois, mise en place de l'administration, construction des infrastructures et bien d'autres. Yulu avait cette capacité à faire des concessions pour le bien de la nation et pour préserver l'unité nationale. En novembre 1960, après 6 mois de prison dans l'affaire des communistes, Kikungangot rejoint finalement le gouvernement. Son arrestation, survenue le 10 mai 1960 à Dolisie, avait été un coup dur. Mais c'est Yulu lui-même qui le libéra avec ces mots. « Mon frère, je dois te demander pardon. On m'avait induit en erreur à ton sujet. Maintenant, tu es libre et ministre. » À sa sortie de prison, Kikungangot sera conduit par le ministre Victor Sato. Les deux amis devenus ennemis et qui sont redevenus amis grâce à l'intervention de Yulu. Cependant, après les élections de 1961, le gouvernement de Yulu commence à montrer des signes de fragilité. Les tensions internes se multiplient et conduisent à des départs marquants. Alphonse Massamba Deba, ancien président de l'Assemblée nationale, démissionne en octobre 1962, après seulement 6 mois dans le gouvernement en tant que ministre du Plan. Yulu tente de le garder en lui proposant le poste d'ambassadeur du Congo en France, mais il refuse. Puis, le 6 décembre 1962, c'est Jacques Opango qui quitte également le navire, marquant une autre rupture importante. Ces départs ne sont pas anodins, ils revêtent des désaccords internes profonds. Au sein du gouvernement, des clans se forment, notamment entre ceux qui ont combattu aux côtés de Yulu. Mais même entre eux, les divisions s'installent. Dans cette deuxième vidéo sur Yulu, nous parlerons des causes de sa chute, du pourquoi il avait signé la lettre de démission et de son évasion. Après l'indépendance, les hommes politiques et hauts fonctionnaires congolais profitaient largement des facilités de voyage qui leur étaient offertes. La France restait leur destination privilégiée, notamment pour la formation des membres de la police, de l'armée, de la bureaucratie et de la gendarmerie, principalement en raison de la langue et du système éducatif hérité de la colonisation. Quelques Congolais vont partir aussi en Israël, aux États-Unis, en Allemagne de l'Ouest et ailleurs. Mais ces voyages restaient marginaux face au déplacement constant des ministres, députés et hauts fonctionnaires. Ces derniers vont devenir de véritables globetrotters, multipliant les missions officielles à travers l'Europe du Nord, l'Asie, l'Union soviétique, l'Éthiopie, le Groenland et même l'Amérique latine. Si ces déplacements profitaient aux compagnies aériennes, ils représentaient un fardeau financier important pour l'État congolais, aux ressources déjà limitées. Le 28 novembre 1960, lors du 2e anniversaire de la proclamation de la République, Tshisekedi va prononcer un discours insistant sur l'importance de l'agriculture pour le développement national. Il va exhorter la population à retourner à la terre, affirmant que le pays devait d'abord gagner la bataille contre le sous-développement avant d'espérer s'industrialiser. Il va critiquer l'exode rural et appeler ceux qui n'avaient rien en ville à repartir dans leur village et cultiver la terre.